Hello, salam alaikum, c'est Esma. Et Myriam, bienvenue à toi dans La Tête des Psys, le podcast dédié à la psychologie et à ta santé mentale. Seul, en binôme ou avec nos invités, nous t'offrons ici des outils pratiques et des conseils précieux pour améliorer ton bien-être au quotidien. Alors, que tu sois à la recherche de stratégies pour gérer ton stress, améliorer ton humeur ou simplement en apprendre davantage sur le fonctionnement des humains autour de toi, tu es au bon endroit. Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui où je vais accueillir Huda pour parler santé mentale et burn-out. Je suis super contente de t'accueillir. Merci. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas? Oui, donc moi aussi je suis contente de faire partie de ce podcast. Je m'appelle Huda, ça fait quelques années que j'entreprends. Actuellement je travaille à mi-temps, donc toujours en tant qu'indépendante. Et une partie de mon temps, je le consacre à l'organisation de mon foyer, de ma famille. Et l'autre, je coach d'un point de vue financier et en lancement d'entreprise. Et puis j'ai d'autres projets que j'essaie de développer doucement mais sûrement. Super. Alors merci d'avoir accepté cette invitation. Alors si je peux commencer par une petite question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu considères que la santé mentale elle est importante? En fait, moi, la santé mentale, je dirais que ça a été au départ une guerre. Et au fur et à mesure que j'ai vraiment compris le rôle de la santé mentale dans mon quotidien et que j'ai compris l'impact de la santé mentale, j'aimerais vraiment pouvoir en parler pour peut-être éveiller les consciences pour les gens qui, comme moi, pendant des années ont été dans le déni. Et parce qu'à terme, on fait des burn-out, on brûle notre cerveau, on n'arrive plus à fonctionner normalement. Et si j'en parle, je pense que ça peut plus faire du bien que du mal. Ok. Ça n'a pas été vraiment évident de comprendre qu'on a un problème. Mais ouais, voilà. Une fois qu'on a établi, et je pense que burn-out, j'en ai fait 3 ou 4 jusqu'à présent. Ok, donc c'est une histoire... Oui, donc pour moi, je n'avais pas directement compris. Ouais. Et pas la deuxième fois non plus, ni la troisième. Mais oui, alhamdoulilah, avec l'aide de Dieu, je pense que aujourd'hui je suis arrivée à un stade où je sais reconnaître le burn-out. Et puis quand je coach aussi, je me rends compte que le burn-out, ça peut vraiment mettre les gens dans des situations financières, psychologiques très difficiles. C'est intéressant parce que la première chose que tu as ciblée, ça a été le déni. Oui. Et tu parles de cette première fois où tu as eu un burn-out, deuxième fois où tu as eu un burn-out, où tu comprenais toujours pas. Qu'est-ce qui a été décisif dans la compréhension de ce que tu traversais? En fait, je pouvais pas comprendre le burn-out parce que dans mon mécanisme, dans la manière avec laquelle je fonctionne, c'est que j'avance. Je sais pas, quand il y a des problèmes, quand il y a vraiment des moments difficiles dans la vie, je prends pas le temps de me dire que c'est quelque chose que je dois pouvoir émotionnellement gérer. Je me dis, il faut avancer, on n'a pas le temps pour ça. Donc je suis plutôt une battante dans ce sens-là, où je vais prioriser l'avancement et le fait de vouloir m'en sortir. Et je vais vraiment quelque part cacher au fin fond de mon inconscient toutes les choses, toutes les charges émotionnelles et les traumas, parce que c'est pas dans l'ordre du jour. Ouais, c'est ça, c'est pas la priorité actuelle, quoi. À un moment donné, ça remonte. C'est intéressant parce que ce que tu me dis là, c'est vraiment ce que je repère chez la plupart des patients qui font un burn-out. C'est ce côté très fonceur qu'ils ont, en mode c'est pas le sujet du moment. il y a la vie, il faut gérer la vie, et puis à un moment donné, quand je serai en mesure je vais gérer ma vulnérabilité, mes problèmes, etc. À quel moment c'est devenu un truc qui t'a explosé en pleine figure et où tu pouvais plus fermer les yeux? Je pense que la première fois, donc j'ai été, avant d'être indépendante, j'ai été employée pendant 5 ans et ça se passait vraiment très très bien. Donc j'avais une super relation avec mon employeur, avec les équipes en général. Et je n'ai pas vu venir le burn-out parce que pour moi tout se passait bien. La première fois que j'ai réalisé, en tout cas que j'ai compris, où j'ai fait face au burn-out, et j'ai pas compris que c'était le burn-out, c'était une période difficile où j'étais employée, ça se passait vraiment très bien dans mon environnement de travail,
et j'étais enceinte. Donc là, je me retrouve avec une charge de travail plus importante parce que voilà, l'employeur décide de licencier la plupart des employés d'un certain âge, c'est très connu en Belgique. Et donc on se retrouve toute l'équipe restante avec un peu plus de travail. Et j'étais enceinte et j'ai vraiment sous-estimé l'impact hormonal de la grossesse, mais aussi la fatigue et la charge mentale et l'angoisse que ça pouvait représenter. Avec la charge mentale, la charge de travail qui augmentait aussi en même temps. Donc j'ai continué à travailler jusqu'à mon dernier mois. Et en fait, le jour où j'ai accouché, la première chose que je me suis dit, c'est comment je vais reprendre le travail. Je vois pas comment c'est possible de gérer un bébé. Quand on m'a déposé mon bébé, c'est le premier truc que je me suis dit. Je me suis même pas dit, waouh, j'ai mon enfant sur moi. C'était comment je vais faire pour le travail. Donc ça, c'était déjà un premier red flag. Et je suis passée outre, bien sûr, en me disant, tu peux pas te permettre, tu dois travailler, il faut reprendre le travail, etc. Donc ce que j'ai fait pendant tout un temps. Et puis j'ai changé d'équipe et je suis tombée sur, je pense, une des meilleures managers que j'ai jamais eues et qui était la plus humaine. Et c'est bizarre parce que c'est avec elle que j'ai craqué. Mais c'est pas bizarre. C'est pas du tout bizarre. J'étais dans une safe zone où j'étais vraiment en Exactement. sécurité. Quand on décompresse, il y a ce truc magique où on a affaire à quelqu'un de profondément humain qui nous donne un espace pour décompresser. Et donc c'est pas bizarre que ce soit avec elle. C'est juste qu'elle était suffisamment safe que pour te dire ah ouais, il y a de l'espace pour me montrer un peu plus faible. Exactement. Et pas être cette warrior déterre. Et moi, je me faisais taire à l'intérieur de moi parce que je ne pouvais pas me permettre d'être vulnérable, je ne pouvais pas me permettre d'être faible, je ne pouvais pas me permettre d'être, ce que je dirais, paresseuse, parce que je pensais que à l'époque, j'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui et je pensais que quand on n'arrivait pas à faire quelque chose, c'était par paresse ou manque de volonté. Et finalement, non, c'était juste mon cerveau qui brûlait. Alors, au lieu de comprendre ça, je culpabilisais et je m'en voulais de ne pas pouvoir fonctionner aussi bien et de manière aussi, en tout cas, si efficacement qu'avant. Donc, quand j'ai eu cette chef-là, j'ai commencé à aller très mal. Et un jour, je lui en ai parlé, j'ai explosé en larmes dans son bureau. Et là, elle m'a dit, mais il faut aller voir quelqu'un. Et pour moi, aller voir un psychologue, c'était pas pour moi, c'était vraiment pour les gens qui en avaient besoin. Et toi, tu n'en avais pas besoin. Toi, t'étais trop forte pour ça. Je me disais, oui, voilà, moi je suis trop forte pour oui. ça. J'en ai pas besoin, c'est vraiment pour les gens qui ont des grosses difficultés dans leur vie, etc. Qui vont vraiment très très mal. Ouais. Et puis. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand elle te dit, finalement, il faudrait peut-être que tu ailles voir quelqu'un? Mais honnêtement, j'ai pris son conseil parce que comme j'avais beaucoup d'admiration et elle m'inspirait beaucoup, je me suis dit je vais l'écouter parce que... Si elle le dit, c'est qu'il y a... Oui, et c'était quand même une manager d'un certain âge, avec beaucoup plus d'expérience, et j'avais personne autour de moi qui m'avait parlé du burn-out. Pour moi, les gens qui faisaient des burn-out, c'était vraiment... qui avaient pendant des années accumulé un environnement de travail toxique, et moi, c'était pas le cas. Donc... Voilà, j'étais pas... C'est trop intéressant ce que tu dis parce que ça résonne énormément avec les patients qui me disent pour moi le burn-out c'était pour les autres, pas pour moi. Pour quelqu'un qui a 20 ans de carrière, pour quelqu'un qui est plus âgé, qui a subi des choses plus difficiles que moi, mais pas pour moi. Et donc là il y a un effondrement quand tu te rends compte de ça. Donc, je vais voir pour la première fois une psychologue et ça m'a fait un bien fou. Parce que la première fois je me souviens très bien, elle m'a dit pourquoi vous êtes là, je dis je sais pas. Je sais pas, j'ai rien à dire, j'ai pas de problème de ma vie, je déteste me plaindre. Donc c'est très difficile de me dire oh, ça va. Donc c'est pas ta place en fait. Hein. Exactement. T'es pas au bon endroit quoi. Et puis ça a commencé comme ça. Donc au bout d'un... donc j'avais pris je pense 2 ou 3 semaines off pour vraiment tout décharger et commencer ce travail. Puis j'ai repris un peu trop tôt. Et donc, en me disant maintenant que je vais voir une psychologue, je suis prête. C'est bon. Voilà, j'ai quelque chose à côté au cas où ça bouge de nouveau. Ah, t'as une béquille qui te permet de. Ouais, voilà. Au cas où ça c'est comme un petit tremblement de terre. Voilà, j'ai quelqu'un. C'est ça. Et en fait, non, parce que ça a pris des années. Des années. Il fallait que je sorte tous mes vieux démons.
il fallait que je fasse le tri dans ce que j'avais enfoncé à l'intérieur, au fin fond de mon inconscient. Parce que il fallait que je puisse comprendre pourquoi les choses s'étaient passées comme elles s'étaient passées. Pourquoi est-ce que j'avais réagi de la manière avec laquelle j'avais réagi. Et c'est là que j'ai appris à me connaître. En fait, tu avais besoin de mettre du sens à ce qui t'est arrivé. Comprendre pourquoi est-ce que le burn-out... Je ne comprenais pas pourquoi les gens ne fonctionnaient pas de manière battante. Ils ne voulaient pas plus, ils n'étaient pas aussi ambitieux. Les personnes, par exemple, qui n'avaient pas la même vibe que moi, je suis désolée de le dire, et je le regrette avec le temps, mais je me disais, ils sont un peu paresseux, ils sont, ou juste ça m'énervait, parce qu'ils n'avaient pas le même drive. Alors, au final, je suis devenue ça. C'est ça. Je suis tout le contraire. Et en même temps, c'est pas de la paresse. C'est de l'écoute de soi. Mais Complètement. ce qui est intéressant, c'est que du coup, la manière dont on perçoit aussi le moment où le burn-out il nous fait prendre conscience de certaines choses, ça va être des gens qui vont avoir un rapport au travail qui est particulier. Et je pense que tu avais un rapport au travail qui était que si tu travailles pas, t'es quelqu'un de fainéant. Bouge-toi un petit peu. Exactement. Et genre, du coup, c'est là que le décalage s'est fait avec les autres. En fait, j'ai jamais appris à me connaître parce que moi, j'ai grandi avec le fait de vouloir plaire. Plaire à mes parents, être la première de classe, réussir, être la fille parfaite, être la sœur parfaite. Je suis l'aînée, donc voilà, très tôt j'ai eu des responsabilités, donc il fallait certainement pas décevoir. Et donc l'écoute de soi, c'est quelque chose qui vient vraiment après. Ouais. Qui peut ne pas venir. L'écoute de soi peut ne pas venir. Mais c'est même pas quelque chose qu'on se dit, oh, je pensais moi que j'avais assez confiance en moi, je pensais que j'avais assez d'amour pour moi, et voilà, que j'ai beaucoup de self-love, mais c'est pas la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Donc, l'écoute de ça, j'ai dû à un moment passer par là parce que j'étais déconnectée, même avec ma fille au tout début. J'étais déconnectée. J'étais pas présente. Et en plus, c'est arrivé au moment où t'as accouché, en fait, tout ça. Donc, et tu me commence. disais au moment de ton accouchement, et c'est ça qui est assez frappant aussi dans ton récit, tu me dis au moment de mon accouchement, je pensais au travail, à ma reprise et comment je vais reprendre. Donc, tu as quand même un trait de personnalité qui est quand même très présent chez les personnes sujettes au burn-out, qui est l'implication au travail. Tu étais surimpliquée au travail. C'est-à-dire que tu me dis, moi, les premières personnes qui vont parler d'accouchement, ils vont dire, mais les premières sensations avec ma fille sur moi, etc. Là, tu étais en mode, il faut retourner travailler, quoi. C'était ma première inquiétude. En plus, j'avais eu un accouchement tardif, donc j'avais accouché presque à 10 mois. Et donc à l'époque c'était décompté du congé maternité. Donc je me disais, donc il y avait cette pression là aussi. Oui, il me reste 2 mois. Et en fait, ce qui m'a porté à faire vraiment ma première dépression, mais dans le sens de lâcher la pression, c'est que quand on a un enfant, on ne dort pas de la même manière. Ouais, c'est sûr. On est constamment fatigué, on est constamment crevé. Et ça m'a poussé dans un extrême de ma fatigue où j'ai dû commencer à faire des choix et à revoir mes priorités. D'accord. Ça, c'était une des premières fois où j'ai fait un effort. Donc ça a été une première étape. Ouais, c'était de me dire, je suis trop fatiguée. Et un jour, je me suis levée, je me rappelle très bien, j'allais au travail, je me disais, Ouda, c'est pas ce que tu dois faire. Ouda, c'est pas ce que tu dois faire. Tout, et puis, donc tu sentais en fait le début d'une dissonance cognitive entre ce qu'il faut faire et ce que tu faisais. Voilà. En fait, il y avait vraiment un décalage entre ce que je pensais qu'il fallait faire et ce qu'il fallait vraiment que je fasse. Et je pense dans la semaine, j'ai déposé ma lettre de démission. D'accord. Mais c'était aussi mon salaire et tout, mais il y avait déjà eu un travail inconscient, mon inconscient qui me disait il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas. Un jour, je me regarde dans le miroir et je me dis je suis fatiguée. Je suis littéralement fatiguée et c'était une des premières fois où je me suis permise de le dire. Tu t'es autorisée en fait à le faire, c'est ce que j'allais te dire. Et donc j'avais pas ce truc-là de la permission de se permettre de reconnaître ce genre. Parce que la privation de je sommeil... considérais comme faiblesse. Ouais, c'est ça. Et donc là, tu le fais sans considérer que c'est de la faiblesse? Ou ça reste un peu bizarre pour toi? Ça reste complètement bizarre. Mais je me disais, si je continue, je vais être une mauvaise mère pour ma fille, je serai une mauvaise femme, je serai mauvaise pour moi. Il fallait que je mette un stop parce qu'il fallait que je puisse faire le tri. Et là, à ce moment-là, je change de psychologue parce que j'avais une psychologue qui était vraiment très axée travail. Et là, je prends vraiment une
psychologue qui avait vraiment l'habitude de travailler avec les burn-out. D'accord. Et donc là, j'ai pu aller un step plus loin. J'ai fait, je pense, 2 ans de suivi. Et pendant 1 an, j'ai fait un suivi pendant 1 semaine. Et à un moment, je me rappelle que j'en parlais à mes proches autour de moi, ils me disaient, mais c'est pas beaucoup. 1 fois par semaine, tu veux dire? Oui, c'est pas beaucoup 1 fois par semaine pendant 1 an. Parce qu'il y en a, voilà, ils font 1 fois par semaine, et puis au bout d'un mois, ils se retrouvent 1 fois toutes les 2 semaines, et puis 3 mois après, c'est 1 fois par mois pour un check général. Et moi, c'était 1 fois par semaine, toutes les semaines, pendant quasi 1 an, avant de pouvoir, comment dire, Sentir. espacer. Ouais. Et en fait, moi, je le voyais pas comme ça, je voyais pas que c'était trop. Je me disais, c'est comme mon sport. Parce que ça me permettait de structurer mes idées, ça me permettait vraiment de mettre des mots et expliquer à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il n'est pas là pour vous dire, ah moi aussi, t'inquiète, je suis passée par là. C'est pas la bonne copine qui va... Ouais, on subit tout ça ou des choses comme ça. Je voulais vraiment pas entendre ça. Sans jugement, quoi. C'était vraiment sans jugement, c'était une page blanche pour moi. Donc ça m'a permis de faire un travail rétrospectif, je sais pas si c'est juste. Oui, c'est ça. Mais vraiment très loin dans le temps. Donc là, je vais mieux. Super. Et là, au bout d'un an, tu vois... Ouais. Donc c'est au bout d'un an, et franchement, 1 fois par semaine pendant 1 an, il faut les tenir aussi. Donc il y avait une implication aussi de ta part dans la thérapie, et une bonne alliance, je pense, qui t'a permis. Une bonne alliance, une bonne relation avec ta psy qui t'a permis de tenir aussi. Mais complètement. Et t'avais besoin d'une psy qui te parlait pas juste de boulot, quoi. Non, parce qu'au final, moi, j'arrive pas à travailler comme je le faisais avant. J'arrive pas à être aussi performante et efficace. Et après, je me retrouve à parler de mon enfance, tu vois. Donc, j'arrive avec un problème. Mais le truc, c'était... C'est ça, hein. Parce qu'il fallait aller travailler toutes les fondations, en fait. Exactement. Alors, c'est ça, le burn-out. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent mon burn-out, j'ai eu l'impression qu'on rentrait dans ma maison et qu'on effondrait tout, en fait. Comme une maison effondrée, mais où tout l'intérieur serait en 1000 morceaux. Et où, en fait, il faut revoir toutes les fondations de la maison. Genre le sol, le plafonnage, les murs, les séparations des chambres. En fait, il faut tout revoir. Est-ce que tu as eu cette sensation-là aussi? Moi, j'ai dû tout revoir, mais j'ai aussi... Ce qui est un peu des fois obsessionnel, et je dois apprendre à lâcher prise là-dessus, c'est pourquoi. J'ai toujours essayé de comprendre pourquoi ça s'est passé, pourquoi ont-elles agi de telle manière, pourquoi. Et j'essaie toujours de trouver des excuses et d'essayer de trouver le contexte et avoir j'ai besoin d'un maximum d'infos. Et des fois, c'est juste pas possible, il faut lâcher prise. Donc, du coup, je devais essayer de créer des fondations sans forcément tout le temps avoir les réponses de pourquoi les choses se passent comme ça. Et oui, et donc je commence à restructurer. Mais en fait, je savais pas que j'étais juste en train d'établir le brouillon de la suite. Voilà. Pour moi, c'était le travail d'une vie. Non, c'était un brouillon. Donc, je me lance sur YouTube, je suis indépendante. À ce moment-là, je commence à travailler. J'ai une idée. Je me dis, je voulais faire de la vente d'immobilier. Puis, je teste le business. Je me rends compte que d'un point de vue logistique, c'est compliqué. Pas ça, parce que il faut des gens qui montent et qui démontent. Donc, je n'étais pas assez concurrentielle. J'étais beaucoup trop chère. Donc, je cherche comment est-ce que je peux lancer un premier business qui était dans mes cordes. Et donc là, je lance la vaisselle pour les professionnels. Et donc, je monte mon business. Et là, je suis enceinte. Et puis, Covid. Aïe. Donc, c'était la meilleure période de ma vie parce que j'ai pu passer les derniers mois de ma grossesse dans une sérénité. En mode forcé d'arrêt. Sincèrement, c'était pas le meilleur, mais mentalement, c'était la meilleure expérience que j'ai jamais eue. Pourquoi? Vraiment, parce que c'était la première fois dans ma vie qu'il y avait un silence dans ma tête. Et le Covid m'a forcé à rien faire. Et à t'écouter aussi? Quand il y a autant de vide, t'as pas d'autre choix que d'écouter. Et j'ai tendance à remplir mes journées, remplir. Donc, tu vois que j'avais pas terminé un travail, que j'étais déjà en train d'entamer un autre. Quand il y a le Covid, c'était waouh.
j'ai pu me reconnecter avec ma fille. Mhm. J'ai appris à connaître ma fille. Je sais, c'est con ce que tu veux dire, elle a 3-4 ans à l'époque, mais... Et c'est hyper touchant ce que tu dis. Ouais. T'as été à la rencontre de ta fille à ce moment-là, en Ben fait. oui, parce que je me dis, waouh, je me rendais pas compte parce que ma présence était Mhm. pas là au quotidien. Tu te sentais pas Je suis disponible, là en fait. physiquement, je Ouais. vais faire ce qu'il faut, mais ma tête, elle est toujours ailleurs. Mhm. Et donc, je passe ma fin de grossesse avec le Covid, et c'est vraiment génial. J'ai eu une telle expérience avec ça, de sérénité, que quand j'ai repris le travail, je me suis dit, je vais monter un business, parce que je suis partie, j'avais déjà des clients, je ne pouvais pas lâcher, Mhm. mais je vais le structurer pour pouvoir le revendre. Donc tes idées étaient claires à ce moment-là. Ouais. Et c'était Pour faire quoi? Pourquoi tu voulais le revendre? pour retrouver la sérénité. Je voulais pouvoir me donner les moyens de ne plus travailler Mhm. et de m'occuper de mes enfants et de chercher à construire, reconstruire, enfin en tout cas, établir ou construire un business en sérénité. Parce que à ce moment-là, ce que j'avais compris, c'est que quand il y a eu le Covid, la santé mentale était primordiale par rapport à l'argent, à ma rentrée pécuniaire. Mhm. C'est pas que j'étais obsédée, mais voilà, quand on entreprend, ben, on veut gagner plus et on veut Bien sûr. grandir un business. C'est pas forcément pour être dans le matériel, Mhm. mais c'est comme un bébé, on veut le voir grandir. Bien et sûr. On est toujours dans qu'est-ce que je peux faire, c'est quoi le next step Optimiser, quoi. pour optimiser, faire grandir Mhm. et le rendre rentable. Donc là, cette expérience-là m'a fait comprendre que la sérénité valait beaucoup plus que tout l'argent du monde. Et c'est intéressant parce que du coup, tu veux construire un business qui est au service d'une vie qui a du sens. Ouais. Et donc le business n'avait rien à voir avec. Il était un moyen, en fait. Hein. Il était un moyen. Alors parce que- qu'avant, il était une fin. Voilà, pour ça. exactement. Et la raison pour laquelle j'ai continué dans ce business, c'est parce que j'étais tellement perdue dans ma tête et je faisais un tel travail que j'avais peur que si je continuais pas dans ce business-là même, Mhm. qui était la vente en vaisselle B2B, j'allais être une lâcheuse. Dans ce sens, j'avais peur de moi-même Mhm. et de commencer un projet et de ne pas le terminer. Donc je me suis dit, oula, tu le montes, tu termines, Mhm. parce que comme je te dis, j'ai tendance à être sur plein de volets, Ouais. faire plein de choses en même temps. Donc il y avait cette peur de l'échec aussi que tu voulais pas avoir, quoi. Pas vraiment. Non? Non, pas peur de l'échec, j'avais juste peur parce que j'entamais plein de choses que... Ouais, t'avais peur de l'inachevé, quoi. Voilà, Plutôt en ça. fait, il y avait plein de trucs sur le feu. Mhm. Et je me suis dit, apprends à faire une chose. Et À la donc fois. là, j'ai commencé à me retirer un peu des réseaux sociaux, je me suis retirée de YouTube, parce que à un moment donné, on n'a que 24 heures. Mhm. Et il y a le business, il y a la vie de famille, il y a soi-même. T'as une limite. Bien sûr. Et donc là, je me suis dit, c'est un truc qui peut faire de l'argent, qui peut être rentable. Concentre-toi là-dessus Mhm. et vois ce que ça donne. Et Ok. je me suis donné 1 an. Mhm. Et j'ai vendu après 1 an. Parce que j'étais déterre. Mhm. Et quand Donc tu savais qu'il allait y avoir des sacrifices pour le faire en un an, Ouais. mais c'était au service de passer plus de temps qualitatif avec ta fille aussi. avec mes 2 filles. Avec tes 2 filles? Et quand je l'ai vendu, je me suis dit non. C'était pas comment dire. Oui, il y avait la satisfaction. Enfin, il n'y avait même pas la satisfaction. Je l'ai vendu, j'étais contente. Mhm. Mais il y avait un truc en moi qui n'était pas 100% satisfait. Dans le sens où j'ai tellement fait de sacrifices parce que je me suis tellement donné une si courte durée, Mhm. 1 an pour monter un business et le multiplier et le vendre. Mhm. Il y avait trop de sacrifices personnels de moi. Que pour y arriver, quoi. Pour y arriver. Et donc là, j'ai compris, j'ai dit non, le prochain truc, il faut que je le fasse sereinement. Il faut vraiment que je sois alignée parce que, en fait, quand tu as autant de sacrifices, t'es complètement désaligné. Et c'est pas que ça n'en valait pas la peine. Il y a toujours du bon, il y a du mauvais partout. Mhm. J'en ai beaucoup appris, mais je vais arrêter de me donner autant de girl boss, comment dire, goals, tu vois. Mhm. Parce qu'il y avait ça aussi, j'étais vraiment fort influencée par le fait de vouloir vite, vouloir bien. Mhm. Et voilà, comment est-ce que tu peux avoir autant d'argent en autant de temps. Au final, t'as rien sans rien. Et Mhm. il y a une part de toi que tu vas sacrifier pour y arriver. Et des fois, ça vaut pas forcément tout le temps la peine. Mhm. Et qu'est-ce que ça t'a appris, du coup, cette expérience de vie?
Parce que j'ai l'impression que ça a été que des ajustements, d'expérience en expérience, avec à chaque fois un peu mieux, mais où chaque fois il y avait un apprentissage. En fait, ça m'a appris à être patiente parce que je me dis, je préfère que quelque chose, je l'obtienne sur plusieurs années, mais je l'obtienne sereinement, que je me force la chose à vouloir aller trop vite et à brûler toutes les étapes. Et au final, j'apprends que quand je me suis cassé la gueule contre le mur, tu vois. Et étant mère, c'est pas qu'on soit qu'on embarque. C'est toute une famille. C'est toute une famille, tu vois. Donc oui, c'est apprendre à apprécier que les choses prennent du temps et embrasser le fait que oui, il y a un cheminement. Ouais, il y a un cheminement. Tu vois, et dans la société dans la société d'aujourd'hui, la destination. Tu vois. Dans la société d'aujourd'hui, c'est hyper difficile de faire ce que tu es en train de dire. Maintenant, je suis à contre-courant. Ouais, parce qu'on veut tout dans l'immédiateté, en fait. C'est tout maintenant. Du coup, tu as vraiment appris la patience avec ces épreuves-là, quoi. Ouais. Et je me dis, il y a rien que Dieu il a prévu pour toi. Si Allah il a prévu quelque chose pour toi, tu l'auras. Mais je travaille à essayer à l'obtenir de la façon qui lui plaît et me plaît. Un équilibre entre ta sérénité et le côté spirituel. Voilà, et un équilibre avec moi-même et ma famille. Plutôt que d'être si ambitieuse et devenir aveugle quant à la façon dont tu obtiens les choses. Ce serait quoi ton petit tip, ton petit conseil aux personnes qui vivent ce genre de difficultés? Je pense que en fait, il faut apprécier l'expérience. Même si elle est douloureuse, il faut apprécier l'expérience et que cette expérience-là, peu importe, mais celle qu'on vit actuellement et qui nous fait aussi mal, ou c'est une graine qu'on est en train de semer pour plus tard et que cette graine, un jour ou l'autre, elle va nous offrir un cadeau au moment le plus inattendu, dans une des situations les plus désespérées. Et aujourd'hui, je remarque que tout mon acheminement, il m'a mené là où je suis, dans une phase où j'ai jamais été aussi sereine de toute ma vie. Mais je me dis non, c'est pas un truc qui vient du jour au lendemain, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de temps et beaucoup de travail sur soi. Et qui se travaille au quotidien, en fait. Complètement. Et au lieu d'être en bataille, parce que vraiment j'étais en bataille avec moi. Même mon self-talk, il était vraiment trop mauvais. Ah oui, ça le... Ouda, t'es pas assez, Ouda, tu peux faire mieux, Ouda, c'est pas une excuse, Ouda, lève-toi. Ben, le jour où mon corps il a lâché. Ça veut dire que j'étais plus capable de me lever. Je voulais juste dormir toute la journée. J'arrivais pas à aligner deux pensées les unes à la suite des autres. J'avais beaucoup d'oubli. Donc j'étais très très distraite. Et finalement, je me retrouve encore dans une situation où je suis dans ma tête. C'était pas le but. Bien sûr. Présente. Et donc, tu as appris l'indulgence aussi envers toi? Ça fait quoi d'être indulgente envers toi? C'est pas fini. C'est pas fini comme travail. Je dois vraiment tout le temps essayer d'entretenir, neutraliser mon mauvais self-talk. Ouais. Vraiment, à chaque fois. Le naturel, il revient au galop, quoi. Change, ouais, switch. J'essaie de faire des switches, tu vois, pour que ça vienne. Mais des fois, je me rappelle que j'ai 2 enfants et que j'essaie de me parler comme j'aimerais qu'elles se parlent. Ok. Donc ça me donne la force. Des fois, quand j'arrive pas à être aussi indulgente et gentille envers moi-même, j'essaie de me mettre dans une position où je conseillerais ma fille ou ma soeur. Super. Merci pour ton récit, pour ton partage d'expérience. Je pense que ça va vraiment aider pas mal de personnes qui peuvent vivre des moments similaires. Et puis je serais ravie de t'accueillir dans un prochain épisode, Inch'Allah. Inch'Allah, j'espère. Moi aussi, je serais vraiment ravie de pouvoir continuer, faire une deuxième phase. J'espère que j'ai été assez claire parce que j'ai tendance à partir dans tous les sens. Oui, mais moi je trouvais ça très inspirant, très intéressant. Et puis ça permet de montrer que c'est ok en fait, de vivre des moments de vulnérabilité. Et en fait, c'est pas une fin en soi. Non, je pense que
quand on accepte que ça fait partie de nous, ça devient une force. C'est une belle manière de terminer l'épisode. Merci beaucoup, Huda. Merci à toi. À bientôt, Inch'Allah. Salam. Salam alaikum. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner pour n'en manquer aucun. Pour plus de ressources et d'informations, rendez-vous dans les notes de cet épisode. Et puis, s'il t'a plu, n'hésite pas à le partager à une personne de ton entourage et donner la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. On a vraiment hâte de te retrouver pour le prochain épisode.